BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous. Et j'accueille Lionel Costa. Salut Lionel. Bonjour François. Responsable du Labo Fnac. Quel plaisir de te retrouver, Lionel. Plaisir partagé à chaque fois. C'est vrai que le Labo Fnac, c'est un endroit incroyable qui teste des centaines de produits par an, voire peut-être plus que ça d'ailleurs. On est au demi-millier, mais en fait avec toutes les déclinaisons, avec les accessoires, etc., c'est plus de 1500 produits qui sont testés en fait. Incroyable, qui existe depuis plus de 50 ans, rappelons-le. 53 ans. Et on est très heureux de te retrouver régulièrement pour faire un point justement sur les évolutions des produits et le classement, tout simple, des meilleurs produits high-tech. Cette fois-ci, petit pas de côté parce qu'on va se raccrocher à l'actualité. Se déroule actuellement, en fait, le Salon de la Photo 2025 à la Villette. Oui. Le Salon de la Photo qui, évidemment, subit de plein fouet la modernité, j'ai envie de dire. La modernité, c'est le smartphone, c'est tous ces petits produits aujourd'hui qui font des photos et des vidéos d'une qualité incroyable. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il y a toujours une légitimité ? C'est un peu vache, ma question, Lionel. Est-ce qu'il y a toujours une légitimité à avoir un salon de la photo ? Bon courage pour la réponse. Non, mais au salon de la photo, sans faire trop consensuel, au salon de la photo, il y a évidemment tout l'écosystème photographique avec les appareils photo, mais il y a aussi plein d'éléments qui sont liés au photophone. Donc il peut y avoir, c'est pas les grandes marques de smartphones qui sont présents, mais il y a plein d'accessoires, même d'imprimantes numériques, etc., qui sont complètement adaptés à un usage photo sur smartphone. Oui, mais il ne faut pas que ça devienne un salon d'accessoires sur les smartphones, tu vois. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, ça n'a plus trop de sens. Pour les gens qui ont connu le salon de la photo dans les années 2000, qui se produisait aux portes de Versailles, c'est vrai qu'il y a eu une migration. On est vraiment arrivé là dans un mix hardware et aussi éditorial, où tu as beaucoup d'expositions, beaucoup de photographes qui présentent les œuvres. Mais ça prouve qu'il comble un manque. Oui. Il va falloir assumer ça. C'est que grosso modo... C'est quoi le problème ? Les smartphones, depuis leur arrivée, ils sont arrivés au départ timidement et tous les photographes disaient l'appareil photo d'un smartphone, ça sera toujours naze, ça ne marchera pas. Parce que le capteur est petit. Comment on veut imaginer faire de la photo sans que ça soit avec un capteur de la taille d'un ongle ? Eh ben, la réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'avoir un appareil tout en un qui permet d'appeler, de communiquer, de prendre des photos qui rentrent dans la poche, ce n'est pas les appareils photo qui le font. Les compacts numériques, même s'il y a aujourd'hui des compacts experts qui sont très performants et assez chers, n'empêche que certains smartphones font aussi bien, voire mieux. C'est ça qui est terrible. Et Apple, sans faire spécifiquement une promotion d'Apple, Apple a quand même réinventé la captation photo en justement utilisant sa puissance de calcul et le multiprocessing, c'est-à-dire qu'il a inventé un système de prendre plusieurs photos et ensuite de combiner ces photos pour n'en produire qu'une seule, mais sans défaut, sans quasiment... C'est Apple qui a inventé ça ? C'est Apple qui a été le premier à le marketer, à le communiquer. Okay, et en fait, en usage, ça a vraiment fait un effet waouh pour tous les utilisateurs qui se sont dit, si je veux faire des belles photos, j'achète un iPhone. Or, dans les tests, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur appareil photo, l'iPhone. Non, ce n'est pas du tout le meilleur appareil photo. Ce n'est pas un mauvais appareil photo, c'est un très bon appareil photo, mais il n'est pas dans les meilleurs. Mais les Chinois font mieux. Les Chinois ou peut-être les Coréens. Google même. Google Pixel. La dernière fois, j'avais fait avec Anthony Morel une sélection des meilleurs photophones. Dans les tests, en termes de performance pure, parce que je rappelle, le Labo Fnac ne se base pas sur de la subjectivité ou des avis, c'est uniquement sur de la mesure pure. Les Google Pixel s'en sortaient mieux que les iPhones, par exemple. Mais il y avait aussi Xiaomi, il y a beaucoup de partenariats Realme avec Leica, il y a plein de partenariats qui se font. Xiaomi. C'est Xiaomi avec Leica, non ? Oui, exactement. Oui, Realme, pardon. Xiaomi avec Leica. Il y a plein de partenariats qui se font qui prouvent que les smartphones ont réussi à réinventer l'usage et la performance photographique, là où les fabricants d'appareils photo ont peut-être été un peu sur la défensive. Non, on n'y touche pas à ce truc-là. Parce que toi, tu es un fan de photo, il faut quand même le dire aussi. C'est pour ça que tu nous parles de tout ça, parce que tu suis l'actualité photo. J'imagine que tu as un appareil photo que tu sors à des moments bien précis. Est-ce qu'aujourd'hui, le photophone, en fait, peut se substituer à un appareil photo, on va dire un réflexe, par exemple ?
À titre personnel, le réflexe que je vais utiliser, c'est vrai que c'est plus dans un environnement pro ou des besoins que j'ai. Enfin, je veux vraiment maîtriser spécifiquement et je veux avoir de la qualité. Je veux être sûr de moi. Mon smartphone, c'est celui que je vais utiliser 90% du temps quand même. Mais c'est ça dans l'usage de tout le monde en fait. Les amateurs de photographie, de belles photos, vont vouloir utiliser leur appareil photo comme un moment d'exception, un moment dans leur journée, un moment dans leurs vacances, où ça va être un moment où ils veulent capter l'image à ce moment-là. C'est un moment particulier. Ouais, et là, le smartphone est imbattable. Le smartphone, on l'a sous la main, on le prend, et à la rigueur, on peut accepter le fait que 1, 2, 3 photos soient floues, soient ratées, on reprend, c'est hyper rapide. Sur un appareil photo, bien que, évidemment, en appareil photo numérique, on a accès à la carte mémoire, mais n'empêche qu'il y a du réglage, il y a du paramétrage, je rentre dans tous les menus pour arriver à avoir la meilleure photo possible. Il y a des nouveautés présentées à ce salon de la photo? Alors, il vient de commencer, le salon de la photo. Donc, d'ailleurs, il est ouvert jusqu'à dimanche. Et on a un stand au Labo Fnac, on a un stand pour présenter un petit peu les meilleures photos, les meilleurs appareils photo selon nous. Les vraies nouveautés qu'il y a, c'est pas forcément les produits, même s'il va y avoir des présentations, c'est principalement des fonctionnalités. C'est-à-dire que si vous voulez faire du sport, si vous voulez faire des prises de vue rapides, animaux ou même de la macro, il y a plein d'éléments qui ont été inventés qui n'existaient pas forcément. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté des processeurs qui n'étaient pas nécessaires à l'époque des premiers appareils photo numériques, parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse réactivité. Là, aujourd'hui, on se bat face à des smartphones qui, eux, sont extrêmement réactifs. Donc, il faut arriver à montrer l'intérêt. Et là, on a des processeurs qui sont extrêmement puissants. Je pense au sport principalement. Canon l'a présenté. On arrive à prendre en photo avec une mise au point focus sur un ballon ou sur un joueur. Si jamais il fait une passe en arrière vers un autre joueur, la caméra, l'appareil photo, va tout de suite faire par anticipation la mise au point sur le joueur arrière. Il va détecter sur la scène quel est le joueur ou quel est le sujet qui va être mis en focus. Et ça, c'est ça, l'IA. Le smartphone ne peut pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Pas pour le moment. Il le fera demain. Pas de cette efficacité. Il va sûrement le faire demain, parce qu'en fait, on voit que toutes les fonctionnalités qui sont intrinsèques aux appareils photo redescendent après vers les smartphones. Il y a une chose que les smartphones qui, pour le moment, ne peuvent pas faire aussi bien qu'un appareil photo, c'est vraiment lié à la sensibilité et à la taille du capteur. Un smartphone, on ne peut pas avoir un capteur 24-36, un capteur plein format. Ce dont je vais parler là, c'est-à-dire des capteurs qui sont là pour récupérer un maximum de photons, un maximum de lumière en un temps très court. Ça, pour l'instant, hardwarement parlant, matériellement parlant, le smartphone, il a des limites. Mais en termes de fonctionnalité... Que corrige les algorithmes, enfin, qu'essaie de corriger les algorithmes. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent, on parle de l'effet bokeh. Tu sais, le flou d'arrière-plan. Oui. Le flou d'arrière-plan, il y a certains smartphones, ça veut en faire des très beaux, mais ça, c'est lié complètement à la profondeur de champ. C'est lié à l'optique, à la focale et évidemment au capteur. Et certains smartphones plutôt chinois s'amusent à avoir une image qui est complètement écrasée, qui est plate, qui n'a aucune profondeur de champ. Et comme il voit que c'est un sujet principal qu'on souhaite avoir, il va flouter l'arrière-plan artificiellement. Oui, c'est un effet bokeh numérique. C'est un effet bokeh numérique, mais vraiment à l'arrache. On voit vraiment comment le truc il est dessiné en contouring, ce qui fait qu'on a un rendu un peu moins bon que ce qu'on peut avoir sur les appareils photo. Je ne plaide pas en disant, je ne veux pas dire, si vous voulez des belles photos, il n'y a que les appareils photo, mais il y a encore quand même sur des expertises, sur des usages de niche, des choses hyper intéressantes chez les appareils photo qui n'existent pas sur les smartphones. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, le 17 Pro Max que j'ai là en ce moment, tu peux faire des photos en 48 mégapixels, format RAW. La photo fait 60 mégas, tu vois. Et après, il faut s'intéresser à la post-prod. Après, tu t'intéresses à la post-prod, mais tu as quand même un fichier brut avec lequel tu peux t'amuser. Et pour rappel, pour les gens peut-être qui ne sont pas au courant, le fichier RAW, R-A-W, c'est la photographie brute en enlevant tous les réglages qui peuvent superposer ces éléments-là. Ce qui veut dire que quand on a le document RAW, on peut re-régler des choses comme si on avait pris la photo avec des réglages très spécifiques, avec des lumières, avec des temps, elle est non compressée. Et elle est, exactement. Donc elle prend de la place. Ouais. C'est là où l'espace de stockage est important. Tu voulais nous parler des hybrides plein format ? Oui, exactement. Donc vraiment, ce qui peut faire sortir le marché de la photo, en fait, un peu d'une ambiance un peu moribonde, de se dire, les smartphones, on ne peut rien faire, c'est vraiment les hybrides plein format. C'est-à-dire, plein format, c'est des capteurs 24-36 mm qui correspondent au format des argentiques, des appareils photo argentiques.
qui permettent d'avoir le meilleur potentiel possible de lumière, de qualité et de réactivité. Et donc, j'ai fait une sélection de trois produits qui ressortent sur notre comparaison sur les différents éléments que nous mesurons, c'est-à-dire la colorimétrie, la sensibilité liée au rapport signal-sur-bruit, la définition et les aberrations chromatiques. Donc, il y a 3 modèles. Alors, le premier, je les cite. Allez, vas-y. C'est un Sony, je crois. C'est le Sony A7S2. Voilà, c'est ça. Non, pardon. C'est bien ça. Oui, excusez-moi. Le A7S3 avec l'objectif 50 mm. C'est juste un 12 mégapixels. Tu vois, tu parlais des 48 mégapixels. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a plus de mégapixels qu'on a des meilleures photos. Quelquefois, des appareils photo qui ont beaucoup de définition vont exagérer dedans plus les défauts. Donc, tu vas avoir un défaut qui va être encore plus grossi, donc c'est pas forcément. Et puis là, l'optique en fait est tellement bonne que le 12 mégapixels peut suffire. Exactement. Alors, si on veut faire des grossissements A1 ou des grossissements. Là, c'est mort. Là, on est sur autre chose, mais 12 mégapixels, même si je veux faire un poster de A3, on est bien, on voit pas du tout de point. En revanche, on va parler des prix tout à l'heure, mais là, tu as tapé fort quand même avec les 3 là. Oui. Le Sony est à 6 399 €. C'est ça, c'est-à-dire que là, on touche vraiment un marché de niche, un marché où les gens bien sûr, de passionnés ou de professionnels. Exactement. C'est-à-dire des gens. C'est vrai que souvent, le marché photo, il est compliqué parce que c'est de l'amateur très exigeant, voire tout de suite semi-pro ou pro. Le Canon. Donc le Canon EOS R1, voilà, le EOS R1 qui est vraiment un top là-dessus chez Canon. Il n'y a pas trop de surprises, c'est vraiment un très très bon produit. Lui, donc c'est un capteur et des stabilisateurs intégrés à l'objectif et au capteur qui permettent de faire des photos à main levée sans aucun tremblement, sans aucun bouger. Donc c'est assez confort et justement c'est un petit paradoxe, c'est que c'est un appareil photo qu'on peut sortir de la poche et prendre un cliché sur le vif. Ça reste un gros objet et celui-là, il est, c'est plusieurs milliers d'euros aussi. Il est avec l'objectif, il est à 8 000 €. Waouh. Voilà. Et après Canon, Nikon, voilà. Forcément. Les frères ennemis. Les 3 acteurs, c'est Sony, Canon, Nikon. Et effectivement, on a le Nikon Z6 III avec un objectif 24-120, qui est donc un grand angle standard et téléobjectif, qui est un 24,5 mégapixels, qui fait du 6K en RAW, donc le format dont tu parlais, format brut complètement, à 60 images par seconde, et qui monte aussi à 4K en 120 images par seconde. Là encore, on est sur des produits qui sont des produits, c'est les flagships, c'est les produits les plus importants des marques. En tout cas, c'est des produits qui permettent d'avoir des photos de qualité et sans compromis. Et là, on est sur des prix, on dépasse les 3 115 €. Voilà. Alors, si on a un budget un petit peu plus étriqué, on va dire, mais quand même, voilà. Un 5 étoiles quand même. Un 5 étoiles quand même. C'est un Sony que le labo a testé. Exactement. C'est-à-dire que c'est le meilleur rapport qui a été pris qu'on ait eu. C'est un Alpha 7 IV. C'est ça, avec le 24-70. Voilà. Celui-là, il est à 2 700 €. Voilà, 2 700 €. 5 étoiles, donc. C'est un 5 étoiles, c'est un très bon produit. On n'aura pas de mauvaise surprise. Non, exactement. Ça reste un très bon produit. J'ai fait une sélection comme ça qui peut paraître courte parce qu'on ne voit pas là-dedans ni de Panasonic, ni d'OM System, ni de Fuji. Évidemment que je vous encourage à aller sur le site du labo et même de demander à des vendeurs. Ils vont vous conseiller parce que c'est vraiment un milieu d'experts et de passionnés. Bien sûr. Et il en existe pour toutes les bourses. Mais c'est vrai que les hybrides plein format, c'est vraiment ce qui fait passer du monde de l'argentique, des appareils photo argentiques, au monde de l'hybride en ayant des performances quasiment identiques. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lionel. Et bon salon de la photo. Merci beaucoup. Au moment où on enregistre cette émission, j'imagine que tu vas y retourner. C'est ça, exactement. Voilà, qui se déroule à Paris jusqu'à dimanche prochain. Si vous êtes fan de photos, c'est le moment ou jamais. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous suivre comme chaque week-end. Le petit module bonus qui vous attend exclusivement sur la version audio de quoi je me mêle, sur le podcast. Et évidemment, on se retrouve pour tous les autres la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.